Le clairon. Et en clairon, aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Renaud Bochart. Bonjour Renaud Bochart. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'être avec nous, chroniqueur Toxin, pour suivre les États-Unis. Et Dieu sait qu'il y a de la ressource en ce moment. Co-auteur du podcast French Invaders et encore du Substack, là vous êtes auteur, du Substack Chroniques Grégoriennes. Alors, beaucoup de choses à dire depuis les États-Unis, évidemment. Renaud Bochart, je voulais commencer par vous poser la question de ce que vous pensez de Joe Biden, qui a gracié son fils Hunter Biden. Vous savez, sur la fameuse affaire du laptop, notamment, grosse affaire de corruption. On va avoir ici défilé, d'ailleurs, le rapport qui avait été rendu par les Républicains sur cette affaire. Et donc, il a eu un graciement offert par le papa Biden. Comment vous réagissez à ça, Renaud Bochart, et comment réagissent en général les Américains ? D'abord, c'est tombé assez récemment, donc je n'ai pas encore vu les réactions, mais je vois effectivement que Twitter s'enflamme autour de ça. Bon, c'était attendu. Je dirais que presque, en ce qui me concerne, c'est CQFD, avec tout ce qu'a fait cette administration Biden, et notamment tout ce qui a été révélé par les Twitter files, je dirais que c'est vraiment... c'est une petite chose par rapport à toutes les activités criminelles que cette administration a menées, à commencer par le fait quand même, et ça me paraît beaucoup plus grave, l'embrasement en Ukraine pendant la lame duck session, alors qu'on a un président dont on sait très bien qu'il est sénile, une vice-présidente qui n'en a pas vu depuis l'élection, sauf pour les vœux de Thanksgiving. Oui. C'est là-dessus, ça c'est vraiment, ça fait vraiment les gorges chaudes de la chronique, puisque on s'est prononcé de manière très claire par le vote. Contre la guerre en Ukraine, ou pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Et on voit que l'administration, sur le départ, embrase les choses en autorisant l'Ukraine, en fournissant des missiles à moyenne portée pour frapper directement la Russie. Donc, je dirais là-dessus... Par rapport à ça, la grâce de Hunter Biden n'est pas grand-chose. Oui, mais c'est juste que c'est très visible, en fait, c'est ça. Non, ça ne fait que confirmer. On n'attendait rien en termes d'éthique, en termes d'élégance de la part de cette famille. Donc bon. Oui. Ça, c'est certain. Et je rappelle, puisque vous parlez de ce feu vert qui avait été donné par Joe Biden en plein milieu de l'Amazonie pour tirer des missiles à longue portée, que nous recevions le chroniqueur Éric Denessé, qui rappelait que c'était inédit dans l'histoire américaine, que dans cette transition, on va dire, présidentielle, un président sortant donne ce genre d'autorisation. Donc voilà. C'est inédit. En même temps, quand on pense que dans toutes les transitions, en fait, entre différentes administrations, en général, il y avait un consensus, en tout cas, sur la question des guerres menées au lointain. Là, je dirais que la dernière fois où il y a eu un conflit, où il y a eu des opinions divergentes entre l'administration entrante et l'administration sortante, c'était lorsqu'Obama a été élu, avec quand même le mandat clair de mettre un terme aux guerres de George W. Bush. Et cette fois-ci, c'est encore plus marqué, c'est encore plus net. Donc, le fait qu'on embrase les hostilités avec le risque quand même à la clé d'un affrontement thermonucléaire est vraiment quelque chose qui est là, sur le plan de la légitimité, complètement inconcevable. Et en plus, avec cette précision qu'on sait très bien que Biden ne prend pas les décisions. Oui, en plus. Alors allons sur les autres sujets que vous souhaitiez aborder, parce qu'il y en a beaucoup, et des bonnes nouvelles. Alors la bonne nouvelle, votre bonne nouvelle, on va dire, de la journée, de la semaine, c'est cette nomination de Jay Bhattacharya
à la tête de la NIH. Alors vous allez nous rappeler ce que c'est. Et alors, je tiens à faire un gros mea culpa parce que je vous ai cité Renaud Hum, Bochard lundi dernier dans notre corps à corps, très intéressant d'ailleurs pour parler justement de cette résistance qui s'organisait autour de la santé, un retour de la santé vers l'humanisme. Et mhm. je vous ai cité en disant que vous disiez que Jim O'Neill était le professeur Raoult Enfin, c'était un peu comme si le professeur Raoult était nommé à la tête d'une agence européenne centralisée. Et en fait, je vous ai mal cité puisque vous parliez de Jay Bhattacharya. Donc, je vous laisse nous présenter ce professeur Raoult américain. Oui, c'est donc bien de Jay Bhattacharya dont il s'agit. Alors, peut-être d'abord, avant de parler de Bhattacharya lui-même, parler de la NIH, hein. La NIH, c'est une agence en fait qui centralise les principaux instituts de recherche médicale et biomédicale aux États-Unis. Il y a 27 institutions de recherche qui sont concentrées au sein de la NIH, qui veut dire National Institute of Health, dont la fameuse NIAID, National Institute of Allergies and Infectious Disease, qui a été présidée par Anthony Fauci, Eh oui. le bien connu, hein, Anthony Fauci. Donc, la NIH, il faut savoir que c'est à peu près 50 milliards de budget de recherche annuel. Donc, c'est un monstre. C'est un petit peu comme si vous aviez une agence de recherche médicale centralisée au sein pour l'Union européenne qui octroierait une fraction entre un quart et un tiers de tous les financements de la recherche médicale dans toute l'Union européenne. C'est un peu à ça faudrait comparer la NIH. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et c'est d'autant plus exceptionnel la nomination de Bhattacharya que Francis Collins, qui était le patron, le directeur de la NIH au moment de l'éclatement de la crise du Covid, avait déclaré à l'époque, lorsque Jay Bhattacharya s'est révélé avec notamment la Great Barrington Declaration sur laquelle je vais revenir, Oui. que Jay Bhattacharya était, parce il avait parlé de fringe epidemiologist, qu'on pourrait traduire par charlatan, tout simplement. Donc, maintenant, qui est Jay Bhattacharya? Alors, Jay Bhattacharya, d'abord, c'est un épidémiologiste de Stanford University et qui a coécrit cette Great Barrington Declaration, qui a maintenant, je ne sais plus combien de signatures. Enfin, c'est assez impressionnant. Il l'a coécrit avec Martin Kulldorff, qui était épidémiologiste à Harvard. Il a démissionné d'ailleurs depuis. Et puis le docteur Gupta, qui est une femme, qui elle est épidémiologiste à Oxford University. Donc des gens très capés. Et pourquoi Hmm. est-ce que Jay Bhattacharya est entré dans l'œil de Sauron? C'est en raison d'une étude qu'il avait réalisée en avril 2020, donc vraiment au tout début quand même du Covid, une étude qu'il avait réalisée à partir de 3000 tests, hein, en montrant qu'il y avait une incidence en fait que le Covid était beaucoup plus important en fait dans la population que ce qu'on voulait dire. Ce qui signifiait que, rappelez-vous, avril 2020, c'est le moment où l'OMS, quand même, déclarait qu'il y avait à peu près 3,4% de taux de mortalité Oui. pour le Covid. Et c'est le moment où les autorités sanitaires, dont la NIH et la NIAID du docteur Fauci, euh, soutenait de manière rituelle que les taux de mortalité auraient été de 1%, soutenus par d'ailleurs les médias. Donc, ce que l'importance de l'étude à l'époque de Jay Bhattacharya, ça a été de dire, ben non, c'est pas 1%, ni 3,4% a fortiori, ce serait plutôt plus proche de 0,1%. Hmm. Et donc ça a été vraiment son grand péché. À partir de là, il était complètement censuré. Je rappelais que Francis Collins l'a nommé l'a taxé de charlatan. Et puis, vous aviez ensuite, donc, après la Great Barrington Declaration,
il a fait l'objet il a vu son compte Twitter fermé, il a été censuré, traité comme un charlatan par toute la communauté médicale et par les médias. Et il s'est affirmé donc comme vraiment un des héros de la résistance contre l'ordre covidien. Et ce qui est en plus très intéressant, c'est que Jay Bhattacharya a lancé un podcast il y a à peu près, il y a à peu près un an et demi qui s'appelle The Illusion of Consensus, qui est vraiment un podcast exceptionnel et dans lequel on retrouve un certain nombre d'interviews qui sont tout à fait intéressantes, et notamment d'un certain nombre de médecins contre les antidépresseurs, contre les SSRI, donc contre tous les produits opiacés. Mm. Et c'est vraiment là, on est en train d'assister à des changements tectoniques sur un grand nombre de dossiers. C'est pour ça que ça inquiète énormément. Là ça Ah oui. vraiment, ça remue le landerneau. Hein. Là, ça secoue le landerneau. D'accord, donc ça, en tout cas, ouais, ce sont des nouvelles absolument incroyables parce que si tout ça, et ça confirme aussi, parce que beaucoup aussi pouvaient se poser la question de cette alliance, on va dire Kennedy-Trump, et là, nomination après nomination, on voit que ça confirme la volonté de Trump de laisser les mains libres aussi à Robert Kennedy Jr., qui d'ailleurs a tweeté pour dire je suis attendez, je vais essayer de vous retrouver le. Voilà, il a dit c'est le leader idéal, Jay Bhattacharya, Mm. pour restaurer le NIH en tant que modèle international en matière de sciences de référence et de médecine fondée sur des preuves. Voilà, donc il a dit qu'il remerciait énormément Donald Trump pour cette nomination, tout comme il félicitait d'ailleurs Donald Trump pour la nomination de Jim O'Neill au HHS. Donc à chaque fois, ces nominations qui sont tombées le 26 novembre dernier vont dans le sens d'une véritable volonté de donner à Robert Kennedy Jr. Les rênes pour reprendre ce pouvoir au niveau de la santé. Oui, on voit que Trump prend vraiment au sérieux la promesse de Maha, Make Oui. America Healthy Again. Et avec Robert F. Kennedy Jr. à la HHS et puis Jay Bhattacharya à la NIH, en fait, Kennedy va être le patron en fait Mm. de Bhattacharya. C'est vraiment là on a des nominations qui sont très importantes. La nomination aussi à la tête de la FDA, Food and Drug Administration, a Oui. été et va dans ce sens aussi. Donc là-dessus, on voit quand même que c'est tout à fait pris au sérieux. Petit bémol quand même sur l'agriculture, où Thomas Massie n'a pas été nommé. En fait, c'est vraiment une vieille apparatchik du Trumpisme originel de 2016 qui a été nommé, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais donc qui était à la tête de la America First Foundation. Alors donc là-dessus, un petit bémol, parce que là disons que sur le volet pharmaceutique et médical, c'est plutôt pas mal. Sur le volet agriculture, qui est quand même très important, Oui. c'est un peu décevant. Donc à Attendons, voir. Oui, c'est ça. attendons de voir. À suivre. En tout cas, encore une fois, une grosse avancée malgré tout du camp Trump face au camp Biden. Et d'ailleurs, encore une fois, on parlait des dernières prises de parole, décisions de Joe Biden. Il a pris la parole pour féliciter son vieil ami Fauci. Je vous propose d'écouter ça. A special thanks to one of the great public health officials, a true hero, who we've led this fight against HIV/AIDS, Dr. Anthony Fauci. Where is Anthony? Anthony, you're a good man. God love you. As my mother would say, God love you, Anthony. God love you, hein, quand même, Anthony. Anthony Fauci, donc vous comprenez. Oui. Donc, c'est un bon homme. Merci, Dieu vous aime. Joe Biden, c'est le vieux monde qui dit au revoir là. Hein, Joe Biden et toute sa clique. Oui, c'est une façon de mettre un terme par un vieil homme sénile à ce qui a été quand même une vraie Fauci mania. Il faut quand même savoir qu'en 2020, il y avait des gens qui portaient des t-shirts à l'effigie d'Anthony Fauci. Ah oui. C'était le héros national, c'était l'abbé Pierre national, Anthony Fauci. Il allait, ce qui est d'autant plus amusant, c'est que il inaugurait il était en introduction de matchs de baseball, par exemple, comme la célébrité invitée.
et tout le monde le huait. Mais dans les médias, c'était une Ah adulation oui, extraordinaire. c'était le monsieur Euh, Covid. Oui, oui. C'était vraiment le héros national. Enfin, c'est tout à fait incroyable ce qui s'est passé. Cette adulation de quelqu'un, d'ailleurs, il faut quand même rappeler en même temps toute l'histoire d'Anthony Fauci. Bon, tout ça figure dans le livre de Robert F. Kennedy Mm. Jr., mais notamment, il y a un grand nombre de documents sur les affaires troubles d'Anthony Fauci à propos du sida aussi, à propos du virus VIH. Donc, Mm. non, ce type, c'est vraiment, c'est la personne la plus détestée aux États-Unis, bien avant d'ailleurs Mais, n'importe mais je quelle trouve ça quand même, personnalité encore une politique. fois, dans la symbolique. Joe Biden qui gracie son fils, alors qu'on sait qu'il est plus que corrompu jusqu'au pied dans des histoires Mhm. très troubles, pourries, sales, enfin bon, bref, qui concernent certainement des enfants en plus. Ensuite, allez, on déclenche une dernière fois, on essaie une dernière fois de déclencher véritablement une guerre mondiale à partir de la scène ukrainienne. Et puis ça, Anthony Fauci, is a good man. Il dit ça. On dirait presque le baiser de Judas, quoi, au moment de avant que son pire, son ennemi numéro un, finalement Robert Kennedy Jr. prenne la place. Enfin, c'est dingue, cette accumulation de signaux. Je ne sais pas s'il veut passer un message ou s'il veut faire couler tout le monde avec lui, mais c'est de ce monde, de la fin du monde de Joe Biden et de ce qu'il représente, quoi. Je trouve ça assez impressionnant finalement. Oh, je pense que c'est une conclusion de Mm. carrière tout à fait conforme à ce qu'a été toute la carrière de Joe Biden, qui a toujours été considéré comme un apparatchik, quelqu'un qui n'a jamais rien fait d'autre que de la politique, Joe Biden. Ouais. Quelqu'un qui était au Sénat pendant 40 ans euh, et qui a toujours été considéré comme un compromis, comme Ouais. quelqu'un qui était corrompu. Donc, Mais donc un c'est bon vraiment compromis, parce qu'on sait qu'il est tenu un aussi en bon étant compromis. corrompu. Et Ouais. c'est quelqu'un qui, en 2020, est propulsé vers la nomination, alors que tout le monde sait très bien qu'il est sénile, parce que tous les autres candidats se désistent, à l'exception de ceux ceux qui avantageaient Biden contre Sanders. Mm. C'est non, c'est une parfaite conclusion de la carrière Bon, de Joe allez, Biden. on va changer de sujet parce que je suis Mm. désolée, c'est moi qui vous prends du temps, alors qu'en fait, on a encore deux sujets importants et peu de temps pour l'aborder. Alors, vous le souhaitiez revenir sur une vague d'alerte à la bombe et d'événements de swatting contre un certain nombre de personnes nommées par Trump pour occuper des positions de leadership dans sa future administration. Alors là, il faut que vous nous en disiez plus. Oui, bah, compte tenu de ce qui m'est arrivé il y a quelques Oui, semaines, c'est tout à fait intéressant de voir que vous avez alors en même temps, tout ça apparaît assez concerté puisque tout ça s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi dernier, donc entre le 26 et le 27 novembre. Et on a vu toute une série d'incidents d'alerte à la bombe et d'incidents de swatting. On avait expliqué le swatting, c'est une opération, c'est une plainte, en fait, un appel qui est passé au service aux forces de l'ordre de manière à déclencher une descente massive de troupes en armes, donc de troupes d'intervention. Et donc là-dessus, ça a concerné Ellie Stefanik, donc qui est nominée par Trump pour être ambassadeur à l'ONU. Ça a concerné Pete Hegseth, qui est donc nommé pour être secrétaire à la Défense. Liz Eldin, qui est nommée pour être secrétaire à l'EPA, Environmental Protection Agency. Et Matt Gaetz, le député républicain qui était nominé pour être ministre de la Justice, Attorney General, qui depuis d'ailleurs s'est désisté au profit de Pam Bondi. Et tout ça est tout à fait intéressant. On voit que tout ça vient s'ajouter quand même aux deux tentatives d'assassinat contre Donald Trump. Ça vient s'ajouter oui. au fait que, par exemple, des personnalités comme Marjorie Taylor Greene, elle a eu 9 incidents de swatting, je crois, en l'espace de Ouais, c'est 2 ou 3 impressionnant. ans, dont le dernier qui s'était produit à Noël l'année dernière. Donc c'est vraiment exceptionnel cette espèce de démonisation des opposants politiques, et là en l'occurrence en plus des personnes qui sont nommées pour être avec des postes clés de la
future administration Trump. Donc, Ouais. Donc, je rappelle les postes que vous avez cités, ambassadeur à l'ONU, EPA, je sais pas si vous pouvez nous dire ce que c'est, la défense, la justice. Donc à chaque fois quand même, oui, des postes clés comme vous dites. Oui, des postes clés. EPA, Environmental Protection Agency, c'est en fait le ministre de l'Environnement. Donc on est dans du lourd là. Alors, je voulais revenir donc sur l'interview. Enfin, vous souhaitiez revenir sur l'interview du milliardaire de la tech, Marc Andreessen. Est-ce que vous pouvez nous dire qui c'est et pourquoi c'est intéressant? Oui, alors c'est une interview d'abord dans Joe Rogan Experience, donc vraiment le podcast le plus écouté de la planète et podcast qui a eu une influence démesurée dans l'élection, la dernière élection, par le fait que Trump y est allé ainsi que J.D. Vance, alors que Kamala n'y est pas allé afin de ne pas choquer ses troupes. Donc, c'est une interview de Marc Andreessen alors, Marc Andreessen, c'est vraiment un des entrepreneurs historiques de la tech. C'était le fondateur de Netscape. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant Google, avant Yahoo, Oui, c'est vrai. le premier moteur de recherche, c'était un moteur Netscape. Et donc, Marc Andreessen, c'est vraiment un gros investisseur de la tech, qui est maintenant très, très en pointe en tant qu'investisseur dans l'intelligence artificielle. Pardon. L'interview a été tout à fait intéressante parce qu'elle développe un certain nombre de choses dont on vient de parler avec les incidents de swatting, pardon. Oui, mais je vous en prie. Avec les incidents de swatting, elle développe ce qu'on appelle la weaponization of government contre un certain nombre de personnes. Marc Andreessen, dans l'interview, parle beaucoup de mesures il fait tout un historique en fait de ce qu'on appelle la débancarisation, c'est-à-dire le fait pour des banques de sanctionner en fait un certain nombre de personnalités simplement en les déclarant interdits bancaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique que la débancarisation, ça a commencé en fait ça a commencé sous l'administration Obama. Ça a commencé en 2012. Et à l'origine, c'était plutôt dirigé contre des personnalités, des gens qui ouvraient des business dans la marijuana médicale, à usage médical. Il faut savoir qu'un certain nombre d'États, en fait, au début des années 2010, ont commencé à dépénaliser l'usage de la marijuana à des fins médicales, puis ensuite à des fins récréatives. Maintenant, c'est quasiment partout, dans tous les États démocrates en tout cas. Et bon, on est d'accord ou pas avec la dépénalisation. Moi, c'est pas mon truc, la dépénalisation des drogues douces. Mais c'est lorsqu'un État souverain décide de dépénaliser, en principe, on doit pouvoir exercer. Or, à l'époque, on avait déjà l'administration Obama qui suggérait à un certain nombre de banques privées, donc de banques, de débancariser les opérateurs de dispensaires de marijuana. Alors ensuite, ils sont mis aux armuriers. Donc, ça a été ensuite, attention, c'est comme ça qu'on va mener la lutte contre les armes à feu. Et puis, alors qu'elles sont légales, c'est quand même intéressant. Oui. Alors qu'elles sont légales. Et puis, ça s'est déplacé sur le terrain des crypto-monnaies. Ah oui. Et des crypto-monnaies, là, cette fois-ci, sous l'administration Biden, on a vu se développer le concept de ce qu'on appelle les personnes politiquement exposées. Donc là, cette fois-ci, on peut utiliser les mesures de débancarisation vis-à-vis de personnes politiquement exposées, c'est-à-dire des opposants au Parti démocrate, en l'occurrence. Donc, d'ailleurs, si on fait, c'est ce que disait Andreessen, il disait, si vous faites tout l'inventaire des personnes qui ont été débancarisées, vous ne trouverez pas de démocrates. Il n'y a vraiment que des personnalités conservatrice. Alors, ce qui est en plus intéressant, c'est que Marc Andreessen, ça a été un des donateurs historiques aussi du Parti démocrate. Il déclare que toutes les élections jusqu'en 2020, en fait, il a toujours soutenu le candidat du Parti démocrate. Donc, il explique qu'il a un grand nombre de ses collaborateurs, par exemple, parce qu'il est impliqué aussi dans les crypto-monnaies, qui, eux, ont fait l'objet d'une mesure de débancarisation.
Donc très, très intéressant sur la débancarisation. Donc, vous avez parlé plusieurs fois, d'ailleurs, sur Toxin, y compris avec Guy de Lafortelle. Donc c'est là-dessus très intéressant. Mais les aspects les plus importants de cette interview ont été, ça a été la- la- euh, une réunion qui s'est tenue au printemps dernier, enfin une série de réunions d'ailleurs, qui se sont tenues au printemps dernier entre l'administration Biden et un certain nombre d'entrepreneurs de la tech à propos dans le secteur de l'intelligence artificielle. Oui, Où là, l'administration Biden faisait venir ses entrepreneurs, ses investisseurs en leur disant, bon, le marché de l'intelligence artificielle, on verrouille. Euh, c'est même pas la peine de commencer une start-up dans le domaine. Vous perdez votre temps en lançant des start-up. On veut que le marché soit restreint à 3 entreprises surréglementées ouais, et complètement contrôlées par nous. incroyable. Euh, non, mais alors, Andreessen, lorsqu'il en parle, il faut voir l'interview. Lorsqu'il en parle, il est encore tétanisé par l'annonce de l'administration Biden, par la brutalité en fait de l'annonce de de l'administration Biden. Et il explique à Joe Rogan, Joe Rogan lui demande, mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on entend ça? Il dit, on sort de la réunion et puis on apporte son soutien à Donald Trump. D'accord. Donc, c'est vraiment les dessous du changement Un d'alliance, revirement, oui. entre du soutien apporté à la candidature de Donald Trump, bien avant d'ailleurs la tentative d'assassinat, Mm, par un grand nombre d'entrepreneurs de la tech, oui. dont Marc Andreessen. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Puis vous avez en même temps dans cet entretien, il y a tout un... Alors, il y a beaucoup de choses qui est dans cet entretien. Il y a notamment, en fait, le rôle des ONG qui sont maintenant de plus en plus impliquées dans Mm, des activités politiques. Or, une ONG qui est impliquée dans une activité politique et qui perçoit exclusivement ses fonds de sources gouvernementales, qu'est-ce que c'est? C'est pas une ONG, c'est une OG. Donc, vous avez toute mm. cette... Il revient en même temps sur les millions qui ont été déboursés non seulement à un certain nombre de célébrités par la campagne de Kamala Harris, qui va d'ailleurs faire l'objet d'un audit mené par James Carville, l'ancien conseiller à la Maison-Blanche de Bill Clinton, mais aussi à un certain nombre d'influenceurs. Vous aviez des influenceurs qui étaient payés en fait pour diffuser des messages favorables à la campagne de Kamala Harris. C'est tout ça. Ouais, passionnant. L'interview est une mine d'or. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'étais pas très fan, moi, je suis pas Andreessen? très fan Ouais. d'Andreessen et Mm. des entrepreneurs de la tech, quand même extrêmement méfiants Oui, vis-à-vis de. Mais il se passe, ce qu'il y a, c'est que ils ont un certain nombre d'informations que nous n'avons pas, et notamment en fait dans des secteurs pionniers comme bien sûr. comme le secteur de l'intelligence artificielle. Mais ça Donc c'est rejoint, très très oui. important. C'est super intéressant ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Renaud Bouchard, de nous avertir de tout ça, parce que là, on dépasse vraiment le superflu. Et ça rejoint ce que vous disiez déjà, justement, en parlant d'un schisme qui s'était passé dans les milliardaires, notamment. Et vous aviez expliqué qu'Elon Musk avait, lui, rejoint le camp Trump, mais qu'il n'était pas le seul et que derrière lui, il y en avait d'autres. Là, finalement, ça rejoint un peu ce mouvement où vous expliquez que là, on ne les imagine pas forcément. Il y a ces investisseurs de la tech qui ont rejoint le camp Trump à un moment donné. Est-ce que c'est le même mouvement? Est-ce que c'est... Enfin, en tout cas... C'est le même mouvement. Et en fait, c'est un mouvement et encore une fois, l'interview d'Andreessen, Joe Rogan Experience le révèle, c'est un mouvement qui a commencé quasiment au début de l'administration Biden. En fait, tout le monde s'attendait à ce que l'administration Biden soit à peu près business as usual, Hmm, on paie un peu plus d'impôts, hmm. etc. Mais ils se sont aperçus qu'il y avait un grand nombre de concepts et que l'administration Biden avait vraiment une espèce de soif de contrôle de tous les recoins de la société, Hmm. y compris d'ailleurs des personnes les plus influentes. Vraiment, Oui, c'est une administration qui a été, on a vu l'hubris oui. de l'administration Biden qui s'est exercée contre tout le monde. Ils ont vraiment pensé qu'ils avaient le contrôle Et ils sont complet allés trop de loin. toute la société. C'est d'ailleurs le concept de whole of society est un Hmm. concept qui est central développé par Obama déjà
au moment de la victoire de Trump en 2016. Mais on voit très très bien qu'ils ont eu la volonté de pouvoir contrôler toute la société. Et là, ce qui est très important, c'est que les enjeux du contrôle de l'intelligence artificielle ont été soulignés par Matt Taibbi, qui disait si vraiment on a un certain nombre de personnes, de grands groupes comme ça, qui contrôlent la totalité de l'intelligence artificielle, il n'y a même plus de possibilité de Twitter Files, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'échanges en fait, d'emails qu'on pourrait lire. Tout va être supprimé a priori en temps réel par l'intelligence artificielle. Donc vous avez une censure qui va s'exercer en temps réel. Donc on a vraiment échappé avec la victoire de Trump à sans doute quelque chose d'assez cataclysmique en termes de liberté d'expression. Ouais, et on se rappelle d'ailleurs l'extrait que vous nous avez fait passer dans une précédente chronique d'Hillary Clinton qui avait dit si on ne réussit pas à tout contrôler, nous allons tout perdre. Et bien voilà, ils ont voulu aller très loin dans le contrôle, vous le montrez encore aujourd'hui, et d'ailleurs tellement loin qu'ils ont provoqué finalement leur propre échec, on va dire, électoral. Merci encore Renaud Bochart pour tous ces éclaircissements très très intéressants. Et je rappelle votre podcast French Invaders et votre Substack Chronique et Grégorienne. Merci encore.